Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Le report de l'élection présidentielle au 16 novembre prochain à Madagascar. La haute cour constitutionnelle du pays a décidé de repousser d'une semaine le premier tour suite à la requête déposée par le candidat André Rajoelina. Plus de détails dans ce journal. Le Tchad achève ce samedi 14 octobre l'an 1 de la deuxième phase de la transition, l'occasion d'un bilan à mi-parcours. La mise en œuvre des recommandations concernant la démobilisation et la réinsertion des groupes armés est toujours attendue. Et le Cameroun ambitionne d'augmenter ses recettes fiscales, des recettes qui se sont établies à 1552,3 milliards de francs CFA au premier semestre 2023. Pour conforter cette hausse, le gouvernement entend élargir la base fiscale. Je le disais donc en titre de ce journal, à Madagascar, il faudra attendre une semaine supplémentaire avant le premier tour de l'élection présidentielle. L'annonce a été faite ce 12 octobre par la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar qui a fixé le premier tour au 16 novembre prochain au lieu du 9 novembre. Le report est dû à la requête déposée par le candidat à la présidence André Rajoelina qui reçoit un traitement médical à l'étranger après avoir été blessé au visage par un éclat de grenade lacrymogène lors d'une manifestation le 12 octobre dernier. Les détails avec Samantha Saberou-Saboubanga. Initialement prévu le 9 novembre 2023, le premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar aura finalement lieu le 16 novembre 2023. C'est ce qu'a annoncé le 12 octobre la Haute Cour constitutionnelle. Cette décision a été prise suite à une requête déposée lundi 9 octobre 2023 par le parti politique Njomara Sirivo Baovao et son candidat à la présidence André Rajoelina. Le choix de la HCC de reporter les élections à Madagascar est un moyen de pouvoir obtenir une accalmie, mais ça sera uniquement provisoire et temporaire. Le candidat du parti Njomara Sirivo Baovao, membre du collectif des 11 candidats qui avaient organisé la manifestation à Antananarivo le 2 octobre 2023, avait été touché à la tête par un tir de grenade lacrymogène, reçoit actuellement un traitement médical à l'étranger. Puisqu'il y a toujours un climat de tension à Madagascar, notamment avec la destitution du président du Sénat. Donc on peut s'attendre encore à des remous à Madagascar et à un continuum de la part de l'opposition qui continue de légitimer et d'œuvrer pour la destitution du président. Le second tour du scrutin est maintenu au 20 décembre 2023. La campagne électorale qui a officiellement démarré le lundi 9 octobre 2023 est quant à elle prolongée d'une semaine. Comme le prévoit la constitution malgache, dans l'article 47, en cas de décès ou autre cas de force majeure, il lui appartient de réguler l'activité des institutions lorsque celle-ci est perturbée. 13 candidats dont le président sortant, André Rajoelina, sont candidats à l'élection présidentielle 2023 à Madagascar. La mort du préfet malien Drissa Sanogo a été annoncée par voie de communiqué ce vendredi 13 octobre par le DNIM, groupe terroriste lié à Al-Qaïda qui le retenait en otage depuis 3 ans. L'organisation djihadiste affirme que Drissa Sanogo est mort des suites d'une maladie et n'a pas été exécuté. Pour rappel, il avait été kidnappé en 2020 alors qu'il regagnait son poste en voiture après un séjour à Tombouctou. Notons cependant que les autorités maliennes ont obtenu plusieurs libérations ces derniers mois. La plus récente est celle d'Ali Cissé, sous-préfet de Farako, qui a été relâché en mai dernier après 3 ans et demi de captivité. Bilan à mi-parcours au Tchad alors que s'achève ce samedi l'an 1 de la deuxième phase de la transition. Une année marquée par la mise en œuvre de réformes majeures pour le retour à l'ordre constitutionnel. Des avancées notoires selon le président de la transition, mais en revanche, des réformes sont toujours attendues, notamment concernant la démobilisation et la réinsertion des groupes armés. Au Tchad, la deuxième phase de la transition commémore son premier anniversaire ce samedi 14 octobre 2023. Une occasion pour les autorités et les principaux acteurs de faire le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre des réformes institutionnelles recommandées par le dialogue national inclusif.
Pour les autorités, les réformes concernant l'armée, la police nationale, l'administration du territoire et le bilinguisme sont effectives. Après l'élaboration du projet de la nouvelle constitution, le gouvernement s'attelle désormais à l'organisation du référendum pour l'adoption de la loi fondamentale et définir la forme de l'État. Les nouveaux paramètres intégrés par la transition ont donc permis d'obtenir des avancées notoires. Ceux-ci ont conduit à la préparation en cours du référendum constitutionnel. L'opération de révision des fichiers s'est achevée avec succès et bientôt le corps électoral sera convoqué afin d'opérer un choix sur la nature de la Constitution qui déterminera également la forme de l'État. Pour certains acteurs du cadre de suivi de la mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif, si la plupart des réformes institutionnelles sont mises en œuvre de manière satisfaisante, certains aspects comme la démobilisation et la réinsertion des groupes armés ne sont pas effectifs. Ils appellent par ailleurs le gouvernement à accélérer les réformes judiciaires et l'opérationnalisation de certaines institutions déjà créées. Accélérer la mise en œuvre de l'accord de Doha et le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. 2. Accélérer la création et l'opérationnalisation du mécanisme intégré de prévention et gestion des conflits, doté de moyens conséquents et d'autorités suffisantes pour juguler les conflits intercommunautaires qui se développent à l'intérieur du pays. Pour rappel, le dialogue national inclusif qui s'est achevé mi-octobre 2022 a prorogé la transition de 2 ans pour la mise en œuvre des recommandations et a mis sur pied un gouvernement d'union nationale composé des membres des groupes armés, de l'ancienne majorité et de l'opposition. Toujours dans l'actualité politique, le tribunal de grande instance de Ziguinchor a ordonné la réinscription sur les listes électorales d'Ousmane Sonko ce jeudi 12 octobre. Une décision qui pourrait permettre à l'opposant de se relancer dans la course à la présidentielle. L'État sénégalais a d'ores et déjà annoncé se pourvoir devant la Cour suprême. Un sujet de Samantha Sabirou Saboubanga. Au Sénégal, le tribunal de grande instance de Ziguinchor au sud a remis Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle 2024. Son président Sabassi Faye a annulé jeudi 12 octobre 2023 la radiation de l'opposant des listes électorales et a ordonné la réintégration du président du PASTEF sur les listes électorales, prenant ainsi le contre-pied du ministère de l'Intérieur qui l'en avait exclu. Cette décision du tribunal d'instance de Ziguinchor a été qualifiée d'historique, même par les leaders de la société civile, surtout par rapport à la lutte pour l'indépendance de la justice. Et elle a été accueillie avec beaucoup de satisfaction par une grande partie de la population sénégalaise, d'autant plus que Ousmane Sonko, c'est le principal opposant au président Macky Sall et celui qui est qualifié de favori à l'élection présidentielle de 2024. La décision d'hier qui a été rendue par le juge Faye est une décision historique. Parce que pour une seule fois, un juge a tenu tête à la volonté d'un pouvoir de disqualifier un adversaire politique pour juste ouvrir la brèche d'une réélection facile du candidat du pouvoir. Ces décisions marquent une victoire pour Ousmane Sonko et ses partisans qui ont lutté pour que l'opposant puisse exercer ses droits politiques. Radié des listes électorales en août 2023 en raison de sa condamnation à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, Ousmane Sonko avait entrepris de nombreux recours judiciaires pour faire valoir ses droits. Nous sommes toujours focus en attendant l'intégration immédiate et définitive et pour la réception aussi des fiches de parrainage. Car n'oubliez pas que le parrainage a débuté depuis le 21 ans. Avec les pratiques déloyales de l'État du Sénégal, attendez-vous à ce qu'un probable recours d'annulation soit mis en cours pour vraiment essayer de tromper l'opinion. L'État a décidé de formuler un pourvoi en cassation pour contester la décision du président du tribunal de Ziguinchor. Si pour le juge Sabassi Faye, Ousmane Sonko n'aurait pas dû être radié et devait être réinscrit sur les listes électorales, l'opposant n'est pas tiré d'affaire.
Pour cause, l'État sénégalais a 10 jours pour faire appel. Dans ce cas, ce sera à la Cour suprême d'examiner la demande de réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales avant la tenue de la présidentielle le 25 février 2024. La déclaration de Marrakech a été officiellement adoptée ce 12 octobre au terme de la réunion ministérielle qui s'est tenue au Maroc en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. La déclaration a été adoptée par 48 pays africains avec comme objectif notamment l'amélioration du climat des affaires sur le continent. Le financement du développement infrastructurel est également préconisé par les protagonistes de cette déclaration. Les détails avec Sévran Dunque. Œuvrer à une coémergence durable africaine tirée par des investissements infrastructurels, intensifier les efforts communs pour renforcer le climat des affaires ou encore encourager la mise en place d'un modèle de gouvernance climatique dans un esprit de coopération, voilà là quelques axes d'engagement en faveur de l'accélération de l'émergence du continent africain issu de la déclaration de Marrakech adoptée le 12 octobre 2023. Réunis dans le cadre d'une réunion ministérielle de haut niveau portant sur l'accélération du financement de l'émergence africaine, 48 ministres africains ont réitéré l'impérieuse nécessité de s'engager à la réalisation des priorités de croissance du continent qui respectent la souveraineté, l'intégrité territoriale des États africains et contribuent à l'épanouissement de ses populations. C'était un échange extrêmement fructueux, important, pour clamer haut et fort que l'émergence africaine est, on va dire, au cœur des stratégies de chaque pays du continent, que l'intégration régionale, que la coopération africaine est également au cœur, on va dire, de nos stratégies, particulièrement au Maroc, sous la vision éclairée de Sa Majesté. Le déficit infrastructurel est un frein pour les ambitions de développement et d'intégration des pays africains. Selon des estimations de la BAD, il faut entre 1 et 1,5 milliard de dollars annuellement pour répondre aux besoins en infrastructures vitaux au développement du continent. Les décideurs africains s'engagent en faveur d'une task force intra-africaine qui sera mise à la disposition des pays du continent pour la mise en commun de bonnes pratiques et des expériences dans les métiers du développement et du financement des infrastructures en Afrique. Il y a une résolution principale qui est issue de ces échanges, celle de la mise en place d'une task force continentale, non seulement pour échanger les expériences entre différents pays, mais pour parler de la même voix au niveau des instances multilatérales et obtenir des résultats concrets sur l'accélération de ce financement du développement de l'Afrique. Et maintenant, il est question de matérialiser cette résolution et de la rendre opérationnelle. La déclaration de Marrakech appelle à une architecture financière mondiale plus équitable et plus propice au développement de l'Afrique. Une Afrique qui œuvre sans relâche pour l'atteinte de ses objectifs de développement, pour réaliser les objectifs des agendas 2030 et 2063 de l'Union africaine. Depuis Marrakech, Cédric Diossou, Marcel Kouassi, Séverin Douque, envoyés spéciaux d'Africa 24 au Maroc. Une hausse de 210 milliards de francs CFA des revenus fiscaux a été constatée au Cameroun. Le pays qui ambitionne de financer des projets de développement opte pour une stratégie d'élargissement de la base fiscale. L'objectif qui était visé pour le premier semestre 2023 a été d'atteindre la barre de plus de 1504,7 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances camerounais s'est notamment exprimé sur le sujet. Sévran Dunque. Les autorités camerounaises œuvrent à stimuler l'économie du pays à travers des recettes fiscales. Sur un objectif de 1504,7 milliards de francs CFA pour le premier semestre 2023, la Direction générale des impôts a collecté 1552,3 milliards de francs CFA. Ces chiffres pourraient être accrus grâce à l'élargissement de la base fiscale, une meilleure organisation des services dédiés à la collecte et de la taxation. Nous pouvons accroître la pression fiscale sans forcément faire en sorte que ce soit les mêmes qui payent. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous essayons de découvrir des niches nouvelles, c'est-à-dire de personnes morales ou physiques qui pourraient payer, qui jusque-là, c'était des personnes exemptes au paiement des impôts. Nous avons créé des liens, maintenant un lien extrêmement fort entre les impôts et la douane, parce que voyez-vous, nous avions des gens qui faisaient des opérations extrêmement importantes au niveau de la douane, qui faisaient importer pas mal de marchandises et tout, mais après qui étaient inconnus du fisc. Les finances publiques camerounaises veulent trouver un équilibre entre la consolidation des comptes publics, l'utilisation rationnelle des fonds à disposition et le soutien à l'économie
face aux pressions inflationnistes. En 2023, les autorités camerounaises ont procédé à la réduction de 50% des subventions du carburant, soit 350 milliards de francs CFA, contre environ 800 milliards de francs CFA l'exercice précédent. Une situation qui a débouché sur l'augmentation du prix du carburant à la pompe, mais pour le ministre des Finances du Cameroun, l'objectif n'est pas d'asphyxier les populations. Ce n'est pas une vérité des prix total que nous appliquons, c'est-à-dire que nous administrons les prix pour tenir compte du pouvoir d'achat des populations et ne pas les asphyxier avec un prix du pétrole extrêmement fort. Mais nous regardons, et s'il arrive qu'à un moment ça devient insoutenable, alors nous avisons. Ces initiatives des autorités camerounaises sont de nature à améliorer la relation avec les bailleurs de fonds, dont le Fonds monétaire international avec lequel le pays est à sa 4e revue. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.